qu'est-ce qu'on enseigne réellement aux plus jeunes sur toutes les thématiques qui touchent à la sexualité, au genre et à leur rapport aux autres? Jusqu'à récemment, je vous aurais certainement dit qu'on faisait de la prévention de bonne aloi, un travail minimaliste pour empêcher des grossesses non désirées au collège et la propagation de maladies vénériennes. Mais je suis tombé sur deux documents qui ont définitivement changé ma vision sur cette question. Le premier est un programme dont la page de garde contient simultanément le logo du ministère de l'Éducation nationale, le mot maternelle et la formule éducation sexuelle. Le second est un rapport du CESE sur la thématique de l'EVARS qui appelle à en faire plus et notamment à envoyer en prison les parents récalcitrants à l'enseignement prévu pour leurs enfants. Le sujet est donc suffisamment grave pour qu'on prenne le temps d'analyser ce qu'on apprend réellement aux enfants et pour qu'on discute des nouveautés qui sont proposés en la matière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite clarification sur la dimension rhétorique de cette question. Le fonctionnement d'une certaine gauche qui a les clés des postes de pouvoir consiste à progressivement amener des idées depuis d'obscures officines militantes jusqu'au grand public. Vous pouvez imaginer cela comme un tapis roulant où une idée passe progressivement d'une cave jusqu'à la vitrine d'un magasin. Ce que vous croyez savoir sur le sujet de l'éducation sexuelle a 15 ou 20 ans de retard sur ce que les militants les plus radicaux envisagent actuellement. Ce laps de temps permet de vous accoutumer progressivement à ce qui vous paraîtrait aujourd'hui comme choquant ou extrême. Le premier document, qui est le programme signé par l'Éducation nationale, commence à peine à être enseigné, mais vous attendrez probablement 10 ans pour en avoir un aperçu clair, et alors on vous dira que vous vous réveillez un peu tard et que ça fait 10 ans qu'on enseigne telle ou telle chose sans dommage apparent pour les enfants. Le deuxième document du CESE, lui, provient de ce que j'appellerais l'arrière-boutique. Il ne vous est pas destiné et par certains aspects, il peut se permettre d'être beaucoup plus franc dans ses intentions. Il s'adresse aux décideurs qui vont s'appuyer sur lui pour passer des lois, voter des budgets et écrire le programme scolaire de 2030 ou 2035. Et je présume, encore plus caché, que des militants proposent des idées encore plus radicales où les frontières entre enfance, adolescence et âge adulte, tout comme les frontières entre hommes et femmes, sont troublées. Vous pouvez donc vous figurer l'ensemble comme un tapis roulant à idées qui part de la cave et qui amène les idées jusqu'à la vitrine d'un magasin. Tout ce que vous voyez est la vitrine. Ici, cette idée d'une prévention rapide de MST et de grossesse non désirée, celle que je me faisais, celle que vous faites probablement. La boutique, c'est le programme officiel que je vais vous montrer dans un premier temps. L'arrière-boutique, c'est là où se mijote le programme de demain. C'est notamment pour ça que je vous montre le document du CESE, que nous explorerons dans un deuxième temps, et la cave où des illuminés fantasment à loisir sur toutes sortes de déviances, je n'en dirai évidemment absolument rien. Ce mode de fonctionnement, par tapis roulant des idées, est d'autant plus difficile à attaquer que la plupart des gens ne comprennent pas comment il fonctionne, ou bien nient qu'il s'agit d'un tapis roulant. Si vous attaquez la vitrine, personne ne vous comprend puisque 80% des gens ne sont pas dérangés par la vitrine. Si vous attaquez le cœur de la boutique, les gens peuvent vous écouter, mais ils vous diront qu'il faut se donner un peu le temps de voir et que probablement c'est moins grave que ça en a l'air. Si vous attaquez l'arrière-boutique, on vous dira que c'est marginal, que ce n'est pas encore officiel et que jamais ce qui s'y dit ne pourra advenir. Et si vous attaquez la cave, alors on vous dira que c'est même vous en fait qui êtes un sacré pervers pour aller débusquer ce genre de choses. Ce fonctionnement n'est pas du tout anodin, il est délibéré, il est théorisé, il est conceptualisé, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Il permet précisément de relativiser toute idée encore peu partagée en la contrastant avec des idées plus extrêmes et de nier parfois même par la moquerie que toute idée extrême puisse être la conséquence logique d'une idée déjà légèrement dérangeante. Je sais déjà d'expérience que les commentaires de cette vidéo seront tapissés de railleries comme de discours relativistes. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer à ce qui nous intéresse proprement dit, que je vais adapter et lisser au maximum pour les besoins de YouTube. Vous comprendrez très bien de quoi je parle, mais vous trouverez en dessous de la vidéo les rapports complets et les fils Twitter où j'en parle pour aller plus loin. Alors, la première chose dont nous allons devoir parler, c'est que nous ne parlons plus en réalité d'éducation sexuelle, mais d'EVARS ou d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce glissement, en apparence anodin, augmente en réalité considérablement le périmètre des cours de ce que vous appelez habituellement l'éducation sexuelle. Il crée notamment un continuum entre les relations de société et la sexualité, tout en justifiant, au nom de la protection contre les MST et les violences conjugales, de faire des leçons de morale sur des thématiques aussi diverses que les stéréotypes, le sexisme et les droits LGBT. Le programme Mars 2024 de l'Éducation nationale fait commencer les cours d'EVARS dès l'école maternelle. En pratique, pour reprendre la formule du programme et pour dissiper tout malentendu, on ne parle pas des questions ici liées à la sexualité, on n'en parlera que très progressivement à partir du CM1, CM2, donc en gros vers 10 ans. Que fait-on avant cela? Eh bien, principalement de l'idéologie féministe.
On force une utilisation mixte des jouets et des couleurs dès la petite section de maternelle. On demande aux enfants de décrypter et de discuter les stéréotypes de genre dans les albums illustrés dès la moyenne section de maternelle. Et on demande aux enfants de réfléchir à l'inversion des stéréotypes dès la grande section de maternelle. Il faut donc imaginer des sermons à des enfants de 5 ans sur la nécessité pour les garçons d'aller faire de la danse et de la couture et pour les filles d'aller faire de la mécanique et du rugby, parce que c'est exactement la forme que doit prendre ce cours. Avant même que des enfants n'aient eu le temps de s'émerveiller du monde, on leur explique que le monde est injuste, inégalitaire et ingrat. Ce cours se poursuit à l'école primaire. Au CE1, on explique aux enfants que les familles de nos jours peuvent prendre bien des visages et que la configuration papa plus maman n'est vraiment que l'une des très nombreuses options disponibles. On poursuit également la question des stéréotypes en les débusquant dans les manuels scolaires, les affiches publicitaires, les documents historiques, les problèmes de maths, les choix de couleurs et les emballages de jeux. On demande aux élèves de CE2 de reformuler les énoncés qui présentent des stéréotypes, ce qui sonne comme une sorte d'apprentissage anticipé de l'écriture inclusive. On parle dans le même temps d'anatomie à partir du CP, mais cette dimension semble en retrait par rapport au contenu idéologique féministe dont je vous ai parlé jusqu'ici. Au collège, on rentre dans le dur, 5e, 4e, 3e en particulier, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque c'est la période de la puberté. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on fait un véritable cours sur la différence entre sexe et genre, orientation et identité sexuelle dès la 5e. En 4e, on enfonce le clou sur le fait que les représentations mentales n'ont rien à voir avec la réalité biologique et que chacun suit un cheminement singulier pour s'identifier. En 3e, enfin, on insiste encore un peu plus sur les questions LGBT en abordant les thématiques de discrimination, des LGBT-phobies et on invite les élèves à réfléchir aux évolutions de la société sur ces questions. La question du genre et de ses variations est abordée en long, en large et en travers au lycée, notamment en mettant en avant des personnes qui ont pu éventuellement représenter des transitions d'un genre vers l'autre ou ce genre de choses. Alors bien sûr, ce programme ne nous donne qu'un aperçu des grandes orientations imposées par l'éducation nationale aux enseignants. Il y aura bien évidemment des enseignants qui seront réticents et qui allégeront ce contenu et d'autres qui feront du zèle et qui peut-être en feront plus que ce qui est dans les grandes lignes imposées ici. Mais prenons un peu de recul et pensons à ce qui est neuf dans ce document. Il y a un postulat neuf qui se cache derrière ce terme d'Evars et qui est l'existence d'un continuum entre des idées sur l'organisation sociale et la sexualité proprement dite. Et je dirais même l'amour proprement dit. Normalement, il y a une distinction, voire une séparation. L'amour se vit à deux, dans une bulle, loin de la société. Justement, cette frontière entre la loyauté à la société et les désirs de deux individus est un point de tension de la plupart des histoires d'amour classiques. Que ce soit dans la loyauté familiale de Roméo et Juliette, que ce soit dans la loyauté royale pour Tristan, dans Tristan et Iseut, que ce soit dans la loyauté au parti pour D503, dans Nous autres de Zamiatine. Ce dernier livre, référence du genre dystopique, illustre bien la révolte de l'amour authentique contre l'amour bureaucratique organisé, planifié, validé et tamponné. C'est la révolte du couple contre la grande machinerie qui prétend mieux savoir que les individus ce qui est bon pour eux. Et c'est un livre qui fut interdit en URSS pour porter précisément ce message. Ici, l'éducation nationale ne traite pas la prévention de MST en tant que telle, elle le traite à la marge d'un problème apparemment si préoccupant qu'on ne peut pas attendre le CP pour en parler, le féminisme égalitariste et les stéréotypes de genre. Le couple est un syndrome particulier de l'organisation sociale générale. Ses défauts sont les reflets et les conséquences des inégalités de représentation et de langage. On prend au pied de la lettre la formule de la French Theory du privé qui est politique et tous les délires sur les stéréotypes qui l'accompagnent. La fine frontière de la bulle amoureuse est transpercée par l'idéologie. J'en profite pour faire un aparté sur l'histoire des stéréotypes. C'est un mantra qui a été tellement répété que la plupart des gens croient de bonne foi que les représentations changent vraiment les performances, par exemple des femmes en mathématiques. La principale étude qui a lancé ce sujet dans l'espace médiatique prouvait, ou en tout cas prétendait prouver en 2005, que parler de la place des femmes en maths avant de faire passer un test de maths permettait d'égaliser les résultats entre hommes et femmes dans cette discipline. Cette idée s'est ensuite largement répandue comme solution magique à un déficit de femmes dans les carrières scientifiques. Il suffirait de parler de rôle modèle féminin en sciences pour que l'égalité se fasse naturellement. Bon, déjà, l'éléphant au milieu du salon, c'est que l'effet des stéréotypes est en réalité
réalité beaucoup plus faible que ce que la plupart des gens pensent. Les méta-analyses que j'ai consultées sur cette question concluent à un Cohen's d compris entre 0,14 et 0,38 avec le plus souvent une valeur autour de 0,2. Si vous préférez une analogie avec le QI, cela revient à dire qu'en moyenne, les femmes gagnent typiquement 3 points de QI en maths si on supprime les stéréotypes. C'est mesurable, mais c'est suffisamment peu pour être dans le territoire des recherches à la limite du non conclusif. Et ce qui se produit occasionnellement dans pareil cas, c'est que des chercheurs peu scrupuleux vont forcer le trait pour affirmer un résultat plutôt que de conclure à une absence d'effet. Une méta-analyse de 2014 soulignait déjà un biais dans les études sorties sur la question des stéréotypes et un fort risque de surestimation des effets. Et quant à l'étude à l'origine de cette problématique, celle de 2005 dont je vous ai parlé, un préprint d'il y a 2 mois a tenté de la répliquer pas moins de 8 fois sans y parvenir. Donc pour faire très court, et parce que je sais que c'est pas vraiment un cours d'études statistiques, le lien causal supprimer les stéréotypes implique égalisation des performances est loin d'être aussi évident et simple que ce qui est postulé ici par l'éducation nationale. Dernière chose, l'insertion au sein du programme de la notion de genre et de toutes les théories qui vont avec est une innovation. Dès l'âge de 5 ans, on cherche à intervenir pour renverser les rôles. Dès la classe de 5e, on relativise tout discours biologisant pour faire la part belle à des notions de construction sociale, d'identité fluide, de représentation sociale des rôles de genre. Les idéologues du genre ont réellement obtenu une réécriture du programme pour accommoder leur vision d'une identité presque déconnectée du corps qu'elle habite. Ceci m'offre une transition vers le deuxième document que je voudrais aborder. C'est un rapport spontané réalisé par le CESE et qui cherche à attirer l'attention du gouvernement sur ce qu'il faut faire à l'avenir en matière d'EVARS. Le postulat de départ est ici que le programme actuel, celui que nous venons de balayer et qui date de cette année, est insuffisant et qu'un nombre d'heures trop insuffisant y est consacré. Contrairement au premier document, ici, les rapporteurs du CESE ne font pas semblant de se cacher derrière des impératifs de santé publique. Le but est clairement affiché en conclusion. L'EVARS doit commencer dès le plus jeune âge pour être une composante essentielle de la transformation en profondeur de la société. Le but est de changer les comportements, de changer les rapports entre les individus et de modifier la perception de certaines pratiques. Si vous parcourez la page, un mot inhabituel a peut-être attiré votre attention, l'infantisme. Ce mot désigne un ensemble de préjugés et de discriminations qui empêchent de prendre au sérieux la parole des enfants. Ce néologisme a été introduit dans la langue française par un essai de Leïla Benoît publié au Seuil en 2023 et qui est lui-même une adaptation française d'un essai américain intitulé Childism et publié en 2012 par Elisabeth Young-Bruel. Ce concept, le CESE l'utilise pour remettre en question le modèle de l'éducation où un adulte pourrait avoir autorité sur un enfant et promouvoir un rapport plus égalitaire entre enfants et adultes. Je redirai un mot de ce concept dans un instant. Le document du CESE entretient un rapport quasi paranoïaque avec le reste du monde. Une vidéo comme celle que vous regardez présentement y est présentée comme de la désinformation, de la propagande et pratiquement une opération d'influence téléguidée depuis le Vatican. J'exagère à peine. De même, le CESE semble très marqué par le fait que des parents puissent se montrer réticents à l'enseignement de l'EVARS aux enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les rapporteurs ne sont pas tendres avec les familles, présentés comme des incubateurs du sexisme, une formule qui en fait découle elle-même d'un rapport sur le sexisme qu'avait publié le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport que j'avais parcouru peut-être pas en vidéo, mais au moins dans une série de tweets. Les familles donc sont présentées comme sexistes, on présente leur éducation comme inférieure aux standards de l'EVARS, et on dit qu'elles reproduisent ou projettent des biais sexistes sur leurs enfants. Dans la perspective de ce que propose le CESE, l'éducation nationale doit presque sauver les enfants de leur famille, et d'ailleurs le CESE l'écrit en gras, l'EVARS ne peut être remis en cause et censuré par les parents. Et histoire d'aller jusqu'au bout de la logique, le CESE préconise la création d'un délit d'entrave à l'éducation sexuelle. Voilà, je vais passer sous silence toute la partie un peu habituelle qu'on trouve dans ce genre de rapport, c'est-à-dire la partie qui demande plus de rémunération pour des commissions, des rapports, des études supplémentaires sur cette thématique, la partie qui demande la création d'espaces spéciaux dans les écoles pour avoir des référents sur la question de l'EVARS dans chaque école, qui me paraît être une demande nouvelle mais en même temps tout à fait prévisible par rapport au contexte de cette étude, et bien sûr tout ce qui concerne la représentation dans l'espace télévisuel, audiovisuel, au cinéma,
notamment avec la création de contenus, puisque apparemment il faudrait créer des contenus spécifiques sur cette thématique, et aussi bien sûr tout ce qui concerne l'ARCOM et l'équilibrage entre les différentes orientations sexuelles dans les représentations et des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce document? Tout d'abord ce concept d'infantisme. À première lecture, on pourrait y voir quelque chose de positif. Oui, il y a des situations comme les violences familiales où il faut prendre au sérieux la vie des enfants, mais on sent très bien que ce concept est déjà à moitié détourné par le CESE dans son rapport. Ce que le CESE fait vraiment dire à ce concept, c'est que les enfants ont un droit à une éducation sexuelle et que s'y opposer ou restreindre les sujets abordés dans ce cadre relève d'une discrimination contre tous les enfants. Ce que je comprends de l'usage de ce terme et du contexte de critique de l'influence familiale, c'est qu'un enfant et un enseignant doivent parler de toutes les dimensions de l'EVARS qu'ils veulent, sans que les familles puissent intervenir pour décider que tel ou tel sujet n'est pas de leur âge. Et comme certaines personnes me l'ont signalé lorsque j'ai montré ce document, on voit assez mal comment la lutte contre l'infantisme et la volonté de mettre sur un pied d'égalité enfants et adultes n'ouvrent pas en grand la porte à des pratiques qui tombent sous le coup de la loi actuellement. Si on ne reconnaît pas la spécificité notamment psychique du statut de l'enfance, je ne vois pas comment l'âge de majorité ne sera pas remis en question, que ce soit pour le droit de vote ou pour des pratiques plus révoltantes. Je vais partir du principe que les rapporteurs du CESE n'ont pas songé à ces possibilités, mais si jamais ils écoutent ma vidéo, je les incite à envisager les conséquences d'un détournement de leur concept d'infantisme par des gens qui seraient peut-être mal intentionnés. Je veux en revanche souligner cette volonté d'éduquer non pas avec, mais contre les familles, car ça pour le coup ça me semble être absolument délibéré. Dans la conception des rapporteurs, les familles ne font pas bien leur travail, ne sont pas assez inclusives et égalitaires, et globalement, il faut tout reprendre depuis le début. La lecture attentive du rapport fait presque penser à une volonté de rééducation dès le plus jeune âge, avec cette hypothèse que l'État sait bien mieux que les parents comment éduquer leurs enfants. La preuve ultime, s'il en fallait, c'est cette volonté de créer un délit sur mesure pour permettre de ne pas prendre en compte toute critique parentale sur l'éducation sexuelle. J'en profite pour vous lire un extrait du dernier livre de Thomas Sowell, qui parle notamment de cette thématique. Je cite: « La décision de savoir quand et comment les parents veulent que leurs enfants soient informés et conseillés en matière de sexualité a tout simplement été préemptée par les tuteurs de substitution qui ont introduit l'éducation sexuelle dans les écoles publiques dans les années 1960. Comme tant d'autres croisades sociales menées par les élites intellectuelles, la mise en place de l'éducation sexuelle a été présentée politiquement comme une réponse urgente à une crise existante. En l'occurrence, le problème à résoudre, c'était les grossesses non désirées chez les adolescentes et les maladies vénériennes. Ce que montre Thomas Sowell un tout petit peu plus loin dans ce même chapitre, c'est que les MST chez les adolescents ont en réalité augmenté après l'introduction des cours sur ce sujet. Les cours n'ont en l'occurrence pas du tout amélioré la situation, ils l'ont dégradée. Alors vous vous en doutez, difficile de présenter sur YouTube avec les restrictions qui s'appliquent ici le contenu complet des presque 400 pages de documents dont il est question. Je vous ai donné un petit aperçu de ce qui est saillant, mais malheureusement je ne peux pas tout vous montrer ici. Voilà, donc je vous ai dit encore une fois qu'il y avait des liens en description, vous pouvez aller regarder, vous pouvez lire les documents par vous-même, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Le meilleur plaidoyer contre ce genre de documents consiste simplement à les citer. Je n'ai pas déformé ici les propos qui ont été tenus, je vous ai montré des captures d'écran de ce qu'il y avait dans ces documents, et les captures d'écran disent littéralement tout ce qu'il y a de critiquable dans ces documents. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus que ça. Si l'idée d'envoyer des parents en prison en cas de désaccord sur la théorie du genre ne suffit pas à vous poser quelques questions sur les intentions qui sont derrière ce genre de rapport, je ne sais pas ce qui le fera. Si l'idée que les parents ne devraient pas avoir leur mot à dire dans l'éducation des enfants vous paraît totalement normale, je ne pense pas qu'aucun document public que je pourrais vous montrer pourra ébranler vos certitudes. Ce qui m'apparaît de plus en plus net, c'est une volonté de vouloir façonner la société de la manière dont certains idéologues pensent qu'elle serait la meilleure pour tous, en l'absence du consentement des principaux intéressés. Dans mon propre parcours scolaire, je n'ai pour ainsi dire pas entendu parler de féminisme avant la fin du lycée, peut-être par petites touches, et principalement après le bac, avec le déluge qu'on connaît dans les études scientifiques. Mais ici, le projet est de commencer dès la maternelle et d'y ajouter toutes les thématiques de variabilité et de fluidité du genre, de déconstruire avant même que la construction n'ait eu lieu, de formater les esprits avant même qu'ils puissent apprendre à comparer ou critiquer des idées, de questionner l'identité avant même que l'identité ne se soit affirmée. On dirait une expérience de John Monnet, mais payée par le contribuable, obligatoire pour tous et sans contradiction possible. Je vois 1000 raisons que cette expérience mène à des drames humains et à peu près aucune qu'elle rende le monde meilleur. Si vous êtes parent, je vous invite à vous pencher sur l'éducation qui va être donnée à vos enfants sur ces thématiques. Je vous invite à lire les rapports complètement pour comprendre
comprendre vraiment la logique qui se cache derrière, et je vous invite aussi à partager ce contenu, ce travail, qui ne sera bien sûr pas monétisable, qui ne sera probablement pas poussé en avant par les algorithmes, donc n'hésitez pas à faire vous-même la démarche d'aller le partager auprès de gens que ça pourrait intéresser. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.